Jamais. Pour toujours, il reste dans nos cœurs et nous l'apprenions il y a depuis, enfin, j'en perds un peu mon latin. Bien, bonsoir à vous. Hein. Nous apprenions il y a quelques instants, on dira, la disparition de notre cher frère Angelo Dogba, auteur de cette chanson et de bien d'autres succès, qui faisait partie de ces artistes-là dont la Côte d'Ivoire est fière. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris les nouvelles de sa disparition donc, aux États-Unis. On a souhaité démarrer cette émission-là en lui rendant hommage à lui et puis à sa famille biologique, à toute la famille artistique de Côte d'Ivoire, dire Yako, toutes nos condoléances. Alain, Angelo Dogba. Oui, enfin, j'ai eu à le rencontrer aux États-Unis il y a quelques années, à Washington. Je ne connaissais pas spécialement son répertoire, mais je sais qu'il était un artiste très apprécié par la communauté ivoirienne à DC. Bon, c'est une perte. En tout cas, condoléances à sa famille et à ses proches. Non, moi je pense que Angelo Dogba, qu'on le veuille ou non, il fait partie des précurseurs du rap. Aujourd'hui, le rap ivoire qui est en train de monter en puissance, mais c'est ceux-là qui ont été les précurseurs avec les Stezo, les Almighty en son temps, qui nous faisaient vivre ce rap-là en son temps. Aujourd'hui, il pète cet artiste-là. C'est une grande pète pour la culture ivoirienne, mais aussi pour le rap ivoire, de façon générale. Alors Thierry, il y a un titre d'Angelo qui s'appelle Gougnac, participant sur le titre de Mewé, justement, qui illustre un tout petit peu ce que vous évoquez là à propos du fait que Angelo fasse partie des précurseurs du rap ivoire. À côté de ça, Alain évoquait tout à l'heure sa rencontre avec Angelo aux États-Unis où il était basé depuis un moment. Et même là-bas, qui se battait tous les jours pour que cette musique africaine-là puisse avoir une place de choix. Et c'est une Voilà ce qu'on pouvait dire. D'un artiste à un autre, moi celui-là il est bien vivant, donc il a été célébré à titre anthume, hein, on l'a appris, c'est Abou Nidal, dite désormais chevalier dans l'ordre de la santé publique. Angelo, voilà. Abou Nidal qu'on a reçu sur ce plateau, Daouda, vous vous en souvenez? Oui, on s'en souvient, il était venu pour présenter son ONG qui œuvrait dans le cadre de, qu'on appelle ça, de l'humanitaire, où il donnait de l'éducation, surtout, il donnait des kits scolaires à des élèves à chaque rentrée scolaire. Il luttait contre les congés anticipés en donnant des conseils, en allant vers ces jeunes-là, leur donner des conseils. Je pense que cette... je suis en train d'oublier mes mots en fait. Oui, non, mais on comprend, on commence l'émission avec, oui, avec beaucoup d'émotions. Justement, aujourd'hui, qu'ils reçoivent cette médaille, cette distinction-là, en fait, c'est vraiment... C'est à juste titre et je pense que ça tombe à point nommé. J'aimerais dire simplement bravo à Abou Nidal de Genève. On dit désormais le chevalier. On aura l'occasion de revenir. Hein. On va parler d'informations concernant Abou Nidal au cours de la suite de notre rendez-vous. Alors, bon les amis, j'ai un proverbe. Quand même, on va sourire un peu. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. J'ai pas eu l'occasion de vous dire bonsoir. Bonsoir, Brice. Il y avait trop d'émotions sur le plateau. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bonsoir Ayana. Bonsoir. Tiens, au point que j'oublie de vous dire bonsoir. Comment ça va Isabelle? Très bien. Tu m'as manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué Isabelle. Et là, quand je vous revois comme ça, je suis très très heureux. Il se passe quelque chose en moi que personne n'imagine. Ah bon? Donc, tout le monde voit votre regard quand vous faites ça. Tu me fais des choses dans le dos? Non. D'accord. Non, mais c'est surtout la magnifique coiffure d'Isabelle qu'on souligne. Bravo Isabelle. Oui, ça change un peu. Ça J'ai change voulu un peu. faire un chignon. Voilà. Oui, oui. Il faut dire que
Voilà, vous faites ce que vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. En fonction de mes humeurs. Voilà, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. L'interprétation de Brice. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. C'est sa vie. À nous, à nous. Il y a toujours... C'est belle. Oh C'est bien fait pour toi. C'est Cruzaro, je jure que c'est Cruzaro. Bon. Finalement, je commence à bien l'aimer, cette chanson. Pas mal, surtout, oui. Elle est pas mal. Bon, allez, pour Isabelle, certainement, il faut préparer des proverbes, parce que la prochaine séquence, c'est une séquence proverbe. Choper comme ça sur Internet, cette séquence proverbe-là, oui, c'est l'exercice, le challenge. Préparez des proverbes, s'il vous plaît, sur le plateau, des plus loufoques, des plus insolites, à l'image de celui-là. Je dis bien, maître, même lorsqu'on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents qui sont très blanches. Alors, Même si tu n'aimes pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents très blanches. Et je Non. crois qu'en fait, là, on a suivi, c'est-à-dire la vidéo. Dans la vidéo, il était en train de concevoir même le proverbe, en fait. C'est l'élaboration du Il cherche proverbe ses qu'on mots, a. il cherche ses mots. À l'usine du proverbe. C'est quoi ce proverbe? Même quand on n'aime pas le chien, il faut reconnaître qu'il a des dents très blanches. Moi, J'ai bon. jamais entendu ce proverbe toute ma vie, mais il est sorti par l'ancien président Dadis Camara lors de son procès, justement. Ouais, je pense que Dadis Camara, comme à son accoutumée, il a été toujours habitué à un adepte des proverbes, même quand il était encore aux affaires. Ouais. Il donnait de toujours de grands proverbes dont je ne me rappelle pas toujours. Mais celui-là, en tout cas, j'avoue que je n'avais jamais entendu ça. Moi, j'ai pensé que quand il a dit, même si on n'aime pas, je pensais qu'il a dit le lièvre. Mais finalement, ce n'est pas le lièvre, c'est le chien. Et puis il faut surtout, on va revoir d'ailleurs la vidéo, regardez bien comment c'est envoyé, et c'est ce qui donne raison à Rayana, dans l'élaboration. S'il vous plaît, Eliane, on peut revoir le proverbe. je dis bien, maître, même lorsqu'on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents qui sont très blanches. Alors, Moi, c'est celui C'est le qui est derrière. derrière, là. En fait, j'observe les trois personnages là, à sa droite, à sa gauche. Oui. Tu vois, regardez bien. Celui qui est au milieu, Celui là, qui est au- voilà, qu'est-ce qui va sortir? Il est. Il est comme ça, ok. Et puis il tape l'autre, en fait. Voilà, écoute, il va te sortir un truc. Bon, il y a des proverbes comme ça, hein. Même si on est... Mais après, Voilà. moi, je comprends ce proverbe. Ah bon, hein. Oui, en fait, je pense que l'idée. Qui c'est qui a de- déjà vu un chien qui a des dents blanches, très blanches en plus? Non, je Un pense chien que c'est bangolais, non? C'est toi jamais. qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un, il faut lui reconnaître ses qualités. Oui, juste mais ça. justement. Si c'est dans son blanc, justement, il n'y a pas l'habitude de voir un chien à dents blanches. Donc, si tu n'aimes pas les chiens, si tu en vois un à dents blanches, il faut lui reconnaître au moins ça. Non, Rihanna, t'as dit On que va tu pas as... expliquer l'inexplicable. Faut laisser. C'est bon. C'est pas de problème. Très bien. On va poursuivre. Hein, parce qu'en vérité, même cette affaire-là. cette affaire de chien à dents blanches, c'est comme elle le dit en plus. Bah oui. On va poursuivre. On devait donner des proverbes, non? Oui, allez-y, Alain, vous avez... On commence par rien. Donc, vous avez un proverbe? Ah, moi, est-ce que vous voulez que j'ai Si la le ça poisson ici sort de l'eau, qui te dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Bravo, Daouda. Voilà. Signé Charles Blegoudé. Isabelle? Qui avale une noix de coco fait confiance à son... Très bien. À sa bouche. À son ventre, à son ventre. À son ventre, d'accord. Mais c'était pas ça, hein. Si, si, on sait. C'est à la mort du crapaud qu'on sait quelle est sa vraie longueur. C'est à la mort du crapaud qu'on connaît sa vraie longueur. Oui, parce qu'il est Parce qu'en étendu. général, elle est toujours... Voilà. C'est dans la séquence proverbe du grand talk qu'on sait qui est qui. Je pense que c'est C'est en production, ça aussi, en même temps. Tu as produit pour toi ici. Mais j'ai entendu également quelque part quelqu'un qui a dit un jour que l'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Mais ça, c'est vrai, par contre. Ouais, c'est très bien. Oui, moi j'aime bien. On a beau ressembler à quelqu'un, il y a toujours une différence. Voilà.
Très bien, gardez pour la fin de l'émission. On va se rendre à Tanda pour les faits du jour. Eh bien, là-bas, on s'était déjà, depuis quelques jours, on se posait des questions, mais je crois qu'on a de plus en plus d'informations concernant le décès de certains élèves. Eh bien, on vient de le noter. Eh bien, ces élèves du village de Djadou Bango, je prononce bien pour éviter de l'écorcher. C'est à Tanda dans la région de Gontougo. Eh bien, donc, des élèves ont trouvé la mort, c'est ça. Donc, je cherchais le nombre. Donc, 8 personnes dont l'âge variait entre 9 et 18 ans, donc, qui ont trouvé la mort. On se posait les questions sur les causes. Eh bien, c'est connu. Eh bien, on évoque des cas de méningite. Oui, c'est un cas de méningite parce qu'au départ, depuis il y a 2 jours, puisque les jeunes mouraient en cascade, donc finalement les parents ne savaient pas véritablement qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait, de quoi les enfants souffraient. Donc finalement, chaque parent a commencé à retirer son enfant de l'école. Finalement, le centre de santé urbain qui est sur place et le ministère de la Santé ayant fait des prélèvements après, ils se sont rendus compte que c'était de la méningite. Et il faut savoir que généralement, les enfants qui sont à risque de méningite, les enfants sont à risque de méningite, surtout les adultes et les adolescents qui ont entre 0 et 24 ans. Et généralement, il faut faire son vaccin, et c'est chaque 10 ans. Je pense que sûrement que dans cette zone, il n'y a pas eu de vaccin, je ne sais pas, mais au moins désormais, on sait qu'à Tanda, je ne vais pas m'essayer, comme Brice a dit le nom du village, que c'était un cas de méningite. Donc, au moins, on sait la cause de cette psychose-là, désormais. Alors, je ne sais plus si ça se fait encore, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, quand j'étais au primaire, il y avait souvent des petites campagnes de vaccination qui se faisaient au sein de l'établissement, gratuites pour certaines, et il fallait payer un petit bonus pour bénéficier d'autres vaccins pour être à jour. Et je sais aussi que ça se faisait beaucoup à l'intérieur du pays, dans pas mal d'écoles publiques et tout ça. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ça continue aussi? Parce que c'est vrai que les parents ne sont pas toujours assez vifs pour se rappeler comme ça qu'il faut aller faire des rappels de vaccins, qu'il faut immuniser les enfants, etc. Donc, mieux, il y a une autre raison qu'on pourrait évoquer, c'est qu'on est de plus en plus en face de parents anti-vax. Des gens qui refusent que leurs enfants se fassent vacciner. Mais je ne pense pas que ce mouvement puisse concerner nos campagnes, ça m'étonnerait quand même. Ah non, mais je vais plus loin, même les bébés concernant la polio, j'ai vu des parents qui refusent carrément, ouais. Moi, j'ai assisté à des cas. La réticence, le refus des parents. Mais il faut faire vacciner les enfants. Concernant la méningite, il y a un vaccin. Il y a un vaccin, Voilà, et je pense que quand on fait le vaccin, c'est généralement chaque 10 ans. Bon, généralement, quand tu dois voyager, sortir hors du pays, on t'oblige à faire ce vaccin avant de sortir. Parce que c'est une maladie qui attaque les méninges, d'où son nom méningite. Et du coup, c'est la fièvre, c'est les vomissements, et on meurt très vite de ça, en fait. Et c'est très dangereux. Cette maladie est contagieuse. Voilà. Très contagieuse. ce qui explique justement cette petite épidémie. Voilà. Donc on disait donc, selon le communiqué donc, du ministère de la Santé, donc, de ces investigations, donc, il ressort que 14 malades enregistrés, donc de l'âge variant entre 6 et 16 ans, ont tous du village de Djadou-Bango. Parmi ces personnes, on nomme malheureusement 5 décès, dont 3 au cours de leur évacuation, 2 pendant leur hospitalisation. Des prélèvements de liquide céphalo-rachidiens ont été effectués donc, chez 6 enfants et acheminés à l'Institut Pasteur d'Abidjan. 9 cas donc, ont été hospitalisés, pris en charge gratuitement à l'hôpital général. Bon, voilà. Les résultats de l'analyse des échantillons ont montré 2 cas de méningite à pneumocoque. En tout cas, il y a aux familles, et puis bonne guérison à ceux qui sont pris en charge actuellement. Voilà. Faut faire attention, simplement. Il faut surtout prévenir. Oui. Il faut surtout prévenir. Il faut faire les vaccins, c'est important. Bon, on va parler de football. Petit poteau. Ça va faire plaisir. Ils n'étaient pas sur le plateau, c'est bien dommage. On parle de football, c'est 300 millions qui ont été octroyés à la Fédération ivoirienne de petits poteaux. Déjà, pour ceux qui en doutaient, il existe bel et bien une Fédération ivoirienne de petits poteaux. Voilà. Ouais, je pense que c'est une aubaine pour eux. Et ils vont avoir 300 millions de francs CFA pour développer leur activité. En gros, c'est le fruit en fait, d'un partenariat qu'ils ont eu avec la Société de communication digitale et médias.
L'information a été partagée justement le samedi dernier, 21 janvier, au cours d'une conférence de presse qui a été animée comment on appelle ça, par Maître Fofana et le président directeur général de, comment on appelle ça, de la société digitale, justement. Donc, 300 millions pour le petit poteau. Je pense que c'est une aubaine pour tous ces jeunes-là qui espèrent jouer au foot. Et on a vu aussi l'intérêt que le tournoi Tchentchen a suscité en Côte d'Ivoire ici, notamment à Abidjan. J'espère que tout ça va jouer dans l'émulation du football. 300 millions qui vont servir à construire, on l'a dit, des terrains. Non, tu ne diras pas, c'est une entreprise. La fédération. Non, mais c'est une entreprise. Elle met son argent où elle veut. Non, mais c'est clair, c'est sa vie. Mais en vrai, elle fait ce qu'elle veut, comme tu dirais. Comme c'est sa vie, elle met son argent où elle veut. Mais en tout cas, pour la fédération, cet argent pourrait permettre de construire donc, des terrains et puis donc, de renforcer les activités de promotion. De réunir en tout cas les conditions de promotion. Et surtout de donner de l'argent aussi à ces équipes-là qui viennent jouer. Parce que quand on regarde le Tchentchen, où des équipes ont eu près de 40 millions de francs CFA. Ça faisait partie de la motivation. Hein. Voilà, et c'est tout ça qui motive les gens. Donc aujourd'hui, une fédération ivoirienne face à une initiative personnelle, à un moment donné, s'il n'élève pas le niveau, franchement, le Tchentchen va prendre le dessus sur la fédération qui est légalement reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. Bon, de toute façon, hein, le Tchentchen n'a pas voulu s'identifier comme étant le petit poteau, donc c'est voilà, chacun sa voie. Ouais. Ouais. Mais ils jouent pratiquement aussi les mêmes installations, hein, plus ou moins. Oui, et puis ça ne m'étonnerait pas en tout cas que justement le succès de l'initiative du Tchentchen ait réveillé un tout petit peu cette fédération. Parce que sinon on se demanderait pourquoi maintenant, pourquoi un tel investissement maintenant. Très bien. Souvent la concurrence, ça permet de faire bouger les lignes en fait. Voilà. Okay. Et je pense qu'à ce niveau-là, je tiens à dire bravo à Jonathan Morrison. Au moins, il a réveillé certaines personnes. Bon, là, je vois un message de la fédération qui disait « Qui t'a dit que nous, on ne voulait pas se réveiller ?» Non, mais quand même, il y a longtemps qu'ils existaient. Ils n'ont rien fait concrètement, Brice. Donc finalement, si le jeune homme est venu, qu'il a créé sa compétition et qu'aujourd'hui, cette compétition a drainé du monde de Adjamé pour arriver jusqu'à 13 villes. Après, tu as vu tout le gotha d'hommes politiques, d'artistes et autres qui participaient à tout cet événement. Pourtant, au début... Donc vous faites gotha d'hommes politiques, artistes et de nombreux profiteurs. Bon, moi je ne dirais pas ça, mais une chose est certaine, au final, ça a été une très belle fête du petit poteau. Même si, bon, d'un côté on l'appelle Tchentchen, de l'autre côté c'est un petit poteau. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans le meilleur des rêves donc, une fusion donc, Jonathan Morrison qui travaille avec la fédération pour une compétition. J'allais justement dire, tu aboutis un peu la solution que j'allais donner, c'est la capacité de pouvoir unir les forces du public, de la fédération et celle du privé. Parce que généralement, les acteurs privés ont une certaine connaissance, ont une certaine fougue, ont une certaine hargne. Et donc, je pense que Jonathan Morrison, par exemple, ça peut être quelqu'un d'autre, mais lui a déjà fait ses preuves dans un secteur donné. Je ne pense pas qu'il soit fermé à le faire également conjointement avec la fédération. Donc, il faudrait aussi que nos fédérations puissent s'ouvrir à certaines formes de collaboration et de partenariat avec des particuliers, des privés qui ont l'expertise pour atteindre ces objectifs. Ce que Ryan a dit est très pertinent, d'autant que Jonathan même a changé le nom de sa compétition. Ce n'est plus le petit poteau, je crois que c'est le foot goal. Avec des règles de jeu qui sont totalement différentes aussi. Donc, on verra. Je ne pense pas qu'il ait changé. Il avait évoqué. Il a évoqué, il dit qu'il va créer un nouveau concept. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il va, le Tchentchen, est laissé pour compte en fait. Il est là. Mais le football... l'idée, ça, c'est la dénomination du sport en lui-même en fait. Voilà. Non, mais l'idée même, c'était de revoir un peu les règles, comme Alain dit. Bon, on va regarder avec Jonathan, il y a beaucoup d'idées dans la tête de ces garçons, donc on va regarder et puis voir comment les choses vont se passer. Ouais. Bon, à propos de regardez un tout petit peu dans les recettes douanières, mesdames, messieurs, on regarde un peu dans les recettes douanières. Eh bien, les douanes ivoiriennes, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, ont réalisé une plus-value de plus de 31 milliards de francs CFA en 2022 au regard de leurs objectifs. C'est une information rendue publique donc, par le directeur général de cette régie financière. C'est plutôt une bonne nouvelle, Daouda ? Oui, moi je pense que c'est une bonne nouvelle et puis cela démontre en fait le rôle prépondérant que joue la douane dans l'économie d'un pays et surtout celui de la Côte d'Ivoire. Elle est l'un des piliers de notre système économique parce que c'est eux qui vont faire réceptionner l'argent ça et là à nos frontières
pour tous les produits qui vont rentrer. Et du coup, ça va renflouer les caisses de l'État. Pour rappel, si vous vous rappelez très bien, sous l'ère Gbagbo, pendant que le pays était encore divisé en deux, c'était au temps de Nyamia Kouna que nous avons réussi ici. Mais c'est la douane qui a pu faire tenir, en fait, en quelque sorte, l'économie de la Côte d'Ivoire pendant que le pays était divisé en deux. Et pour moi, cette recette, cette plus-value de 31 milliards, en fait, dénote de la santé économique de la Côte d'Ivoire. Et surtout, je pense que présenter ces chiffres-là, en fait, aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, les douaniers, ils ne faisaient pas ça. Donc, on traitait les douaniers de pratiquement tous les noms, ils coupent l'argent, c'est cela. Donc, désormais, c'est une question de transparence, en fait, que de venir présenter les chiffres, puisqu'on leur donne des objectifs en début d'année, mais en fin d'année aussi, il faut nous dire, il faut qu'eux aussi ils disent, voici ce qu'on a trouvé. Et je pense qu'on a fixé de nouveaux objectifs. Bon, après, Alain, vous me direz, est-ce que ce n'est pas des chiffres qu'on peut consulter? Est-ce qu'on a juste besoin de venir les annoncer comme ça pour faire des... Oui, bon, je pense que la pratique est régulière dans le pays quand même depuis 2-3 décennies où les services de l'État viennent exhiber les chiffres, leurs performances et autres. En ce qui concerne les résultats de la douane, je pense que c'est certainement dû au fait que la lutte contre la fraude a porté des fruits, la lutte contre la contrebande, contre les trafics en tout genre qui malheureusement permettent à des bandits d'échapper aux taxes douanières et autres. Et puis également au fait qu'il y a au niveau même de l'État une transparence pour éviter des détournements. Parce que je pense que le chiffre qui est donné, on pourrait faire mieux en renforçant justement les capacités des services de la douane. Très bien. Voilà. Oui, renforcer déjà les capacités de lutte contre la fraude et surtout pouvoir s'outiller d'outils modernes pour pouvoir réellement être performant. Mais au-delà de ça, comme Daouda le disait tout à l'heure, ça dénote en fait d'une bonne économie en Côte d'Ivoire quand on connaît en fait la conjoncture mondiale dans laquelle on est, on parle de vie chère, etc. Donc moi je pense que c'est véritablement à saluer et il faut juste rappeler en fait que ces chiffres ont été réalisés à l'issue d'un séminaire qui a été tenu, donc c'est-à-dire ils ont pu faire un séminaire sur la question et même décliner certaines perspectives, donc c'est à saluer. Ouais, c'est pas que sur la fraude. Hein. C'est pas que sur la fraude. Il y a des personnes qui déclarent légalement aussi leurs produits. Oui, bien sûr. C'est tout ça. Parce que, voilà, oui, mais en renforçant les capacités de l'État à capter ces taxes-là, ça donne ce résultat. Maintenant, le marché ivoirien est un marché important. Il est convoité par un certain nombre d'entreprises internationales. On a les voisins, donc les marchés sous-régionaux qui ont pour marché secondaire la Côte d'Ivoire. Donc, l'exportation vers la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire donc les importations, rapporte également des ressources importantes. Moi, tout à l'heure, tu disais que pourquoi est-ce que tu te demandais, parce que toi et moi on communique, tu te demandais mais pourquoi venir présenter ces chiffres-là comme ça? Parce que quand tu vas sur le site internet de la douane, les chiffres sont sur leur site internet. Mais malheureusement, pour l'Ivoirien lambda, quand tu lis, tu ne vas rien comprendre. Et je pense que c'est important à un moment donné que des sachants viennent expliquer aux administrés, voici la mission que vous nous avez confiée, voici l'objectif et voici ce que nous avons fait. Et à partir de ça, quelles sont les nouvelles perspectives? Et je pense que c'est important à un moment donné d'expliquer ces chiffres-là aux gens. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu faire du triomphalisme, mais c'est toujours bon. Quand c'est bon aussi, il faut dire que c'est bon. Bon, et à ce propos, hein, nous on a une petite invitation comme ça pour monsieur le directeur général de la douane. Ce serait bien qu'on puisse... Oui, qu'ils viennent l'expliquer clairement devant nous tous. Voilà. Oui, c'est ça. Déjà cela, et puis d'autres, peut-être les perspectives pour 2023. Ouais. Comment est-ce que la douane entend renforcer les contrôles, comment les choses entendent être présentées pour passer au-delà des 31 milliards, et c'est en jamais, pour le plus grand bien parce que c'est ça, tout ça... 31 milliards de profit. Hein. De profit, justement, pour le plus grand bien des populations. Non, plus de 2000, je pense qu'ils sont allés à 2500 milliards pour la session prochaine. Très bien. Nous allons marquer une courte pause et nous retrouver tout à l'heure. Pour notre grande actu, on évoquera donc la visite du chef de l'État en France. Il a été reçu aujourd'hui même par le président français Emmanuel Macron. On en parle, à tout de suite.
Le Grand Talk, c'est du lundi au vendredi, entre 18h30 et 20h30. Nous sommes chez vous à la maison. Merci d'être tous les soirs, je l'ai dit avec beaucoup de fierté, très nombreux, toujours plus nombreux à regarder ce programme. Alors les amis, avant d'évoquer les prochains points, on va marquer une courte pause. À une autre pause, cette fois une vidéo, avec notre rubrique « Et la loi, c'est la loi ». Aujourd'hui, les questions de sorcellerie. On regarde. Maï, tu m'énerves, hein? Hé, tu dors? Ton rêve est chic, hein? On m'appelle Asuna, le coco, le spécialiste du symbole. Le Djula m'appelle Subaga, le BT m'appelle Gugnon. Et le nom le plus sexy que j'adore, je suis le Dida. On m'appelle Papagno. Mais est-ce que tu sais que les spécialistes de la nuit comme nous, la loi nous prend en compte? L'article 237 du code pénal ivoirien nous fait comprendre. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million. Quiconque s'adonne à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie, magie, susceptibles de troubler l'ordre public et de porter atteinte aux personnes ou aux biens. Tu as compris? Moi j'ai fini de parler maintenant. Faut me donner quelque chose. J'ai payé mon transport et mon carburant. C'est 50 000. Hein? Donne-moi 50 000. Entre le rêve et la réalité, il existe une grosse différence. Le monde normal et le monde paranormal. Si tu basses quelqu'un, tu prends ton balai, tu te joues les Harry Potter et que tu atterris au mauvais endroit avec ton canari, ah, la loi va t'accueillir maintenant. Comment prouver la sorcellerie? À partir d'aujourd'hui, tu es fond de moi. Tu vas m'aimer. Ça fait peur. Alors en Côte d'Ivoire, il faut le savoir, il y a un article du code pénal qui punit la sorcellerie. L'article 237. 37. Et mais après, il a posé une question pertinente C'est aussi, ça. hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prouve qu'il y a eu sorcellerie? Ah, Idriss, tu tu me veux regardes. pas répondre? Non, pourquoi vous voulez que je... Oui, non, mais c'est une question pertinente, Pertinente. parce qu'on sait combien de personnes ont perdu la vie ou sont ostracisées dans des villages ou même parfois les villes de notre pays parce qu'elles sont accusées de sorcellerie. Donc, comment est-ce qu'on prouve qu'une personne est un sorcier ou une sorcière? Mais bon, comme la loi le prévoit, bon, je pense que certainement ceux qui accusent apportent la preuve aussi de leurs C'est ça, accusations. c'est ça. Bien sûr. Donc sur présentation de preuves ou sur aveu de la personne qui reconnaît être membre d'une confrérie. Bah oui, justement, je crois que c'est sur la base des aveux déjà. Voilà. Et Mais je puis- pense qu'on a tous plus ou moins déjà été témoins ou observateurs de faits de sorcellerie. Hein. Je pense que Après, c'est comment on prouve cette plus voilà, simple. nos familles ne sont pas épargnées. On a parfois eu des amis en Europe qui ont reçu la visite de parents chez eux. Voilà, ils sont à Paris et puis ils découvrent un parent assis chez eux et ce parent est au village, etc. Donc ce sont des faits réels et moi je peux apporter également un témoignage de ce type-là. Donc effectivement ça existe, mais bon. J'ai pas compris. Le parent, il est Alors, au village, oui, mais il se justement. retrouve au Il se retrouve à Paris. village. Il se retrouve à Paris. Donc il n'a pas pris le visa. Ou alors des personnes qui sont attaquées en C'est pleine vrai, nuit. vraiment. Des personnes qui sont attaquées. Moi, je peux apporter mon témoignage. Hein. En 2007, la nuit, j'ai fait un rêve et j'ai été attaqué par quelqu'un qui était à ma fenêtre. Et cette personne-là, je me suis mis à me battre, à lutter avec cette personne. Et à un moment donné, il y a un flash qui est apparu. La personne a disparu, mais j'ai eu une sorte d'attaque cardiaque. Wow. Voilà.
Et j'avais ma compagne voilà, qui était là et qui m'a sauvé la vie en me conduisant dans un hôpital. J'ai été hospitalisé une semaine. Voilà. Ce sont des histoires des familles que je ne vais pas raconter. Donc, ça existe. Mais comment est-ce qu'on apporte la preuve? C'est ça. Voyez. Avec cette histoire, Voilà. en l'occurrence. Parce que là, vous aviez même tout à vu le fait. visage de la personne. Oui, j'ai vu le vous visage de connaissiez bien la personne. personne. Oui. Mais comment vous allez dire à un juge? C'est ça. Oui, et le problème, c'est c'est que scientifiquement, quand on parle de rêve ou de songe, ce ne sont pas des choses vraiment reconnues comme des faits, Oui, des finalement. preuves Voilà, des Mais ce sont des preuves faits assez... surnaturels qui ne sont pas assez propres à palpables. l'Afrique. Hein. En Europe aussi, en Asie, en Amérique, on a tous connu ça. C'est ça. Quand vous regardez Harry Potter, ben, c'est la consécration au cinéma de faits de sorcellerie. Voilà, ce sont des choses qui existent. Mais comment la justice apporte la preuve lorsque des personnes sont attaquées? En tout cas, moi, j'ai ce témoignage et même d'autres encore. Il y a un terme en France là, pour désigner un peu ces choses-là désormais. Il parle désormais de maraboutage. Oui, c'est ça. On dit que... on vous souvenez, il y a l'histoire de la... De Paul Pogba. Ou de Paul Pogba, hein, justement. Enfin, parce qu'il Ça existe. ne voulait pas utiliser le terme. Bon, enfin, les amis, c'était notre point. Donc, il faut retenir que les faits de sorcellerie sont punis par la loi. Voilà. Excusez-moi, il y a un commentaire qui dit « Émission, elle est devenue gagamou en même temps ». Tout le monde a peur. Qui va dire ça? Bon, revenons à la réalité, les amis. Bon, enfin, physique. C'est ça. Parce que l'autre, elle était Métaphysique. Exactement. C'est une bonne nouvelle, André. Alain, pardon, je me tourne vers vous. Oui. Dans le domaine de l'insertion professionnelle, sur le plateau, on se posait un peu des questions la dernière fois concernant l'école de la deuxième chance. Est-ce que ce volet professionnel-là, il ouvrait les portes à un plus grand nombre? Je crois qu'on a un bout de réponse avec le lancement d'un recrutement de près de 794 personnes dans le métier d'ouvrier agricole. Je me tourne vers vous parce que vous aviez un peu fait une proposition dans ce sens il y a quelques jours. Oui, c'est ça. En fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais proposé que soit créé un statut du travailleur agricole saisonnier. Nous sommes un pays agricole, café, cacao, coton, anacarde, etc. Ce sont des millions d'exploitations qui existent dans le pays et nous pouvons absorber, je pense, une partie de la jeunesse qui n'a pas de travail dans ces exploitations-là. Et cela permettrait, par exemple, au niveau du café et du cacao, de régler la question du travail des enfants. Parce que les familles ne sont pas esclavagistes, mais elles sont contraintes par la tradition, parfois, à faire appel à leurs enfants. Or là, si on crée un statut de ces jeunes étudiants ou jeunes diplômés ou jeunes chômeurs, cela donnerait à des dizaines de milliers de jeunes d'aller travailler dans les exploitations et de percevoir un salaire en contrepartie. Je pense que les financements existent à travers la Banque mondiale, à travers le Fonds international de développement agricole, le FIDA, par le gouvernement également, et puis par les ressources propres de l'État. Je pense que c'est une excellente initiative, parce que quand on se rend à l'intérieur du pays, on voit une jeunesse qui est oisive. Les rues sont bondées de maquis, de bars, c'est bien, hein, ça veut dire qu'il y a de la vie. Mais en dehors de ces activités nocturnes et autres, de divertissement, ces jeunes ne travaillent pas. Et je pense qu'il faudrait créer vraiment les opportunités pour permettre à ceux qui n'ont pas pu aller plus loin dans les études de pouvoir exercer ces métiers de la terre et autres. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas honteux, ce n'est pas le signe d'un échec quand on va pour travailler la terre. Et je pense que Fouette l'avait compris. Et à son époque déjà, il encourageait la jeunesse et même les jeunes cadres à penser à investir dans la terre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des ressources humaines. Cette jeunesse-là peut aider le pays à produire davantage. Très rapidement sur ce qu'Alain dit, je pense qu'un des défis majeurs également, c'est au-delà de juste se limiter à l'école de la deuxième chance, même si c'est une initiative à saluer, c'est de trouver le moyen de rendre, j'ai envie de dire, ces métiers agricoles-là attractifs quand on sait qu'ils sont non seulement pourvoyeurs d'emplois, mais aussi de richesse pour le pays lui-même. Donc on est finalement gagnant-gagnant entre la population et l'État. Donc c'est ça, c'est de vraiment pouvoir rendre ça attractif et qu'on sorte finalement, j'ai envie de dire, de cette culture
l'agriculture, où travailler la terre, ça revient donc aux villageois, C'est ça ça. revient aux personnes peut-être démunies, etc. Non, ailleurs, dans d'autres contrées, on a des personnes qui sont très fières d'être des agriculteurs. sûr. En France, par exemple, on est au stade où on a des publicités à la télévision Bien sûr. sur des chaînes nationales, où on a des agriculteurs qui sont impliqués dans ces publicités, qui montrent comment est-ce qu'ils produisent leurs produits bio, de la chaîne de production jusqu'à la distribution en grande surface, etc. Donc c'est vraiment rendre ce secteur moderne et attractif finalement. Très simple. Je pense qu'au-delà de tout ça, même, cette main-d'œuvre-là qui va venir s'ajouter au lot de nos parents qui sont encore dans les villages, ça va en fait aider en fait, à lutter contre la saisonnalité de nos productions. Ouais. Et Parce rendre que- le travail moins pénible. Moins aussi, hein. pénible parce que ce ne sont que ces villageois-là qui nourrissent toute la Côte d'Ivoire. On est près de 30 millions d'habitants. Donc, ce peu de personnes ne peuvent pas nourrir tout le monde. Donc, si l'État recrute ces jeunes-là, ces bras valides, je pense que ça va vraiment lutter contre la saisonnalité des productions et surtout nous rendre souverains de façon alimentaire. C'est ça le plus important. Alors, mon point sur la question, c'est que de ce que nous avons appris, c'est que les inscriptions étaient ouvertes donc, depuis le mardi 17 et ont pris fin le 24 janvier, Ah. c'est-à-dire hier. Ben, ils vont le prolonger après. Bah, nous avoir j'espère, écoutés. c'est mon plaidoyer. C'est mon plaidoyer. Pour dire, bon, du 17 au 24 quand même. Il faut prolonger. Oui, s'il vous plaît. Pour permettre- Après aussi, ça dépend du nombre d'inscrits qu'ils ont déjà, si ça a déjà atteint le quota. Parce que Non, non, mais ils ont dit ouvert du 17 au 24. Donc ça veut dire qu'à fond, Avec ils n'ont pas deux jours, refermé. avec oui. 2 jours. Non, Brice, le fériés. problème, c'est qu'il y a 794 places. C'est À un ça. moment donné, même si on dit qu'on lance un recrutement, si tu ouvres, que tu as 10 000, 100 000 personnes qui veulent, bah, Je ne au peux plus final, remplir ces tu les places. résorbes comment? Il y a cette problématique. Donc, souvent, on ouvre pour que... Les premiers arrivés, premier, premiers c'est servis. la méthode FIFO en comptabilité. First in, first out. Voilà. Belle, Daoud. Non, je suis comptable de base. Ça, c'est la méthode FIFO. Mais Daouda, il a FIFO. vraiment tout fait finalement. Ah, là, vous notez. Hein. Daouda est également comptable. Il est également comptable. Non, mais j'ai fait de la comptabilité. Nous tous, on a fait de la comptabilité. Ça ne fait pas de nous des comptables. Voilà. Vous avez fait la comptabilité, système, le Cisco-A, on connaît bien, on a un gros bouquin comme ça. Vous avez fait ça, la comptabilité? Oui, un tout petit peu Mais dans c'est ma tout, formation. ouais. Mais, c'est Mais pas toi, tu ma fais un tout petit... formation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Daouda. Oui, je ne Et peux pas Brice, te laisser partir si je peux continuer donc, sur ce type d'initiative liée à l'agriculture, l'idée c'est de vraiment trouver également, alors ça n'a peut-être rien à voir hein, avec l'école de la deuxième chance, mais c'est de trouver comment est-ce qu'on peut réglementer le secteur du travail des enfants lié à l'agriculture. L'exploitation des enfants peut aujourd'hui devenir quelque chose de formel, de rémunéré, qui générerait de l'argent aux familles et d'encadrer ce qui permettrait de réduire les risques de décès, de blessures des enfants, de manipulation j'ai envie de produits dire, toxiques. de produits toxiques et tout ça. Donc, trouver Peut-être comment pas- Non, mais réglementer il y a un ce peut-être pas principe, le secteur il y a un travail des principe, enfants, justement, mais je me c'est-à-dire- suis pas prêt à mais prêter. c'est-à-dire Il y a un que- principe qui est important, c'est que les enfants ne travaillent pas. Oui, Attention. non, mais c'est-à-dire Ouais. que quand les jeunes sortent du circuit scolaire, à partir de 14, 15, 16 ans, ils ont un statut de jeunes travailleurs. Ça peut être autorisé par la loi, comme cela se fait ailleurs. Vous avez par exemple des pays comme la Suisse où C'est ça. des enfants à partir de 14 ans C'est ça. sont dans un système d'apprentissage. Ils C'est vont ça, à tout à l'école 3 semaines le mois et une semaine en entreprise ou vice-versa. C'est Je sais ça. plus Alors c'est exactement la vrai, hein, proportion. c'est vrai que Mais selon... il faut encourager cela. Ouais, c'est vrai que selon les droits de l'homme, l'enfant, donc par dénomination, ne travaille pas, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier l'aspect culturel qui aujourd'hui pousse justement certains parents à faire travailler les enfants parce qu'ils sont en âge et en capacité de travailler et qu'il faut ramener de l'argent à la maison. Encore mieux vaudrait que ce soit encadré et accompagné pour limiter les risques et que justement on puisse créer finalement un petit sas Bien donc, sûr. qui permettrait de Une faire passerelle, une transition. c'est Une ça. passerelle, merci, une passerelle. Très bien. Allez, on va tout de suite envoyer sur notre grande actu. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en France, il séjourne en France et aujourd'hui il a eu un déjeuner, donc un déjeuner avec le président Emmanuel Macron. Eh bien, son message, ce mercredi, j'ai eu un excellent déjeuner et de travail avec le président Emmanuel Macron. Nous avons échangé sur les sujets bilatéraux, régionaux, d'intérêt commun. Je me réjouis d'un partenariat solide et confiant entre nos deux États. Isabelle, vous avez suivi de très près? Oui, alors aujourd'hui même, comme l'a annoncé donc son message, le président était accompagné de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Donc ils ont eu un déjeuner à l'Élysée, donc au palais de l'Élysée. Au sujet donc des discussions, il y avait donc la coopération bilatérale, bien entendu la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et notamment
la situation au Burkina Faso qui était au cœur donc, des discussions. Bien entendu, le président a également salué donc, la libération des 49 soldats ivoiriens. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y avait au menu de ces échanges. Et on espère en tout cas que pour les perspectives, ce qu'il y aura à venir, c'est qu'au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest, on aura une stabilité, en tout cas sécuritaire, etc. Voilà. Après, le point du Burkina Faso, il y a un point sous-jacent, c'est la question du départ des troupes françaises demandées donc par les autorités. Les 400 soldats de sabre. Mais il y a surtout la situation sécuritaire au Burkina Faso, il faut le dire, qui se dégrade de jour en jour. Hein. Oui, bon, s'agissant des soldats français, il faut dire que le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères français, a acté cet après-midi la décision des autorités burkinabées de mettre fin à la collaboration. Donc l'accord de coopération qui avait été signé en 2018-2019, je crois, et qui autorisait le stationnement de 400 soldats de la force spéciale Sabre. Donc cet accord a été dénoncé par les autorités burkinabées et la France a jusqu'à la mi-février pour permettre à ces soldats de quitter ce territoire. Bon, ils étaient là, mais il y avait aussi l'insécurité. C'est d'ailleurs l'une des motivations des différents putschs qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré. Et je pense qu'aujourd'hui, les Burkinabés montrent aux Africains l'attitude qu'il faut tenir face à des périls qui nous concernent. Les solutions sont endogènes. Ils ont déployé plusieurs dizaines de milliers de jeunes qu'on appelle des volontaires pour la protection du pays. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, il y a des réserves qu'on émet s'agissant des droits de l'homme. Mais je ne pense pas que les terroristes soient plus soucieux des populations que les responsables actuels du Burkina. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Il faut que les gouvernements de cette sous-région prennent à bras-le-corps la question de la lutte contre le terrorisme et que la solution viendra de chacun des gouvernements d'Afrique de l'Ouest. Moi, la question que je voulais me poser, c'est une proposition, c'est votre point de vue, Alain. Mais est-ce que pour certains pays qui ont bénéficié, il y a eu certains pays qui ont bénéficié également de l'appui de ces forces-là pour pouvoir lutter contre le terrorisme, pour juguler la question de l'insécurité, est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire? Vous avez un point de vue différent? Bon, pour moi, j'estime que le départ de la force Sabre va encore fragiliser en fait, le Burkina, qu'on le veuille ou non. Parce que quand tu lis, quand tu regardes la dernière évolution de... Elle servait à quoi cette force Sabre finalement? Bon, il y avait un accord militaire entre la France et le Burkina il y a longtemps. Même comme avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, c'était la même chose. Bon, finalement, ces deux pays ont commencé à remettre en cause l'accord militaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'accord? Franchement, je ne saurais le dire. Mais moi, j'estime qu'au moins leur présence, en fait, faisait en sorte que les djihadistes n'avançaient pas à volo. Ah non, voilà. ça on ne peut pas le dire, parce que quand on voit aujourd'hui comment les djihadistes... Oui, je comprends. Il y a un bon nombre de territoires nationaux. Ce que je veux dire, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le départ de la force Sabre du Mali, de la force Sabre du Burkina et de Barkhane au Mali, a fait qu'aujourd'hui, le terrorisme est en train d'avancer de façon croissante. Moi, sincèrement, ça m'inquiète. D'autant plus qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ces choses-là sont en train de s'approcher de nous, en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le dire, la Côte d'Ivoire partage 500 km de frontière avec le Burkina. Donc, si eux n'arrivent pas à juguler le problème là-bas, ce n'est pas les forces d'autodéfense qui vont juguler ce problème là-bas. Forcément, ça va arriver à notre niveau. Je prends d'autres avis sur le plateau, je reviens à vous là. Je prends d'autres avis sur le plateau. Isabelle, Rana? Moi, je pense que chaque pays est souverain. Donc, s'ils décident en fait de faire partir la force française sur leur territoire, c'est leur droit. Maintenant, depuis que la force française était engagée là-bas, est-ce que ça pour autant fait reculer le terrorisme? Non. On n'en a pas les preuves, mais j'ai envie de dire non, parce qu'au vu de la situation, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc moi, je pense que s'ils ont d'autres méthodes qu'ils veulent essayer, qu'ils essaient. Pourquoi est-ce qu'on va s'offusquer? Parce qu'ils demandent en fait à la force française de partir. Non, j'ai pas dit que tu étais offusqué. J'ai dit on ne va pas s'en offusquer. Vous prenez un médicament qui s'appelle Sable, vous l'avez avec vous, vous avez l'impression que votre maladie n'est pas guérie, vous vous dites à un moment donné, j'utilise plus. Je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser un autre médicament.
Ils ont le droit. Je pense qu'il n'y a pas de milice d'autodéfense au Burkina. Ce sont des jeunes qui sont recrutés. De la même façon qu'en Ukraine, lorsqu'a démarré le conflit avec la Russie, l'Ukraine a recruté des civils, tant sur son territoire et en dehors. L'Ukraine a même diffusé des annonces au Sénégal pour demander à des Africains du Sénégal de se rendre en Ukraine pour faire le combat. Donc la responsabilité de l'État burkinabé, c'est de former ces jeunes, de leur apprendre les droits de l'homme, mais surtout de leur apprendre à défendre le territoire. Parce que dire aujourd'hui que Sabre aurait permis de juguler le terrorisme, je pense que c'est totalement contraire à la réalité. C'est parce qu'ils n'ont pas pu obtenir des progrès dans la lutte contre le terrorisme que le Burkina Faso a rompu. Je ne sais pas. Est-ce que le départ de Sabre va faire en sorte que le terrorisme va diminuer? Ça, on ne sait pas. Alors, je vais terminer. Après, il y a la manière aussi de... Oui. Non, allez-y. La manière, bon, lorsqu'ils annoncent la rupture de l'accord, le président Macron dit qu'il faut une clarification, mais il faut arrêter d'infantiliser les gens. Voilà, je pense qu'ils ont pris conscience quand même de la situation du Burkina Faso pour estimer qu'aujourd'hui, le Burkina, avec ses alliés, d'autres, y compris peut-être la France, qui fournirait peut-être des armements, pouvait aller combattre les terroristes. Donc, oui, mais alors, vous que je connais bien, vous me dites aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne me parlez plus. J'ai quand même le droit de me demander, mais pourquoi vous décidez de ne pas me parler? Je ne vous infantilise pas. Il demande le départ de la force Sabre. Le président français a juste envie de savoir quelles peuvent être les motivations qui sous-tendent cette demande. Ce n'est pas une infantilisation. Non, si, pour moi, il y a une forme d'infantilisation, mais qui est liée au paternalisme de Paris depuis que nos États sont indépendants. Je veux dire, l'accord qui a été signé prévoit en l'un de ses articles que l'une des parties peut rompre le contrat. Et c'est ce qui a été fait par le biais du ministère des Affaires étrangères, comme ça se fait pour tous les traités et tous les accords internationaux. Ce sont les affaires étrangères dans chacun des pays qui est en charge de cela. Alors, le gouvernement du Burkina ne prend pas cette décision unilatéralement, c'est-à-dire que c'est le président de la transition qui donne l'ordre de le faire. Mais justement, et la France a le droit de demander pourquoi oui, juste. Mais la preuve, quand ils ont donné certainement l'explication ou pas, mais la France a acté. Vous l'avez dit aujourd'hui. Ils n'ont pas demandé d'explication parce que je pense que c'est une forme de paternalisme. Vous êtes dans un accord avec un partenaire. Ce partenaire, conformément à ce qui a été prévu, décide de rompre l'accord. Il faut prendre acte et c'est ce que la France a fait finalement 4 jours après et ce n'est pas mauvais. Mais quand on demande des précisions, souvent on rappelle un ambassadeur, on met les raisons peut-être, ils disent ok, donnez les raisons. La preuve, lorsque ça a été fait ou pas, ils l'ont acté, c'est tout. Ils ont donné les motivations dans la lettre de dénonciation qui a été envoyée aux autorités françaises par le ministère des Affaires étrangères du Burkina. Mais vous qui évoquez souvent les questions de diplomatie, de temps en temps, je crois qu'on a envie, même quand on rappelle l'ambassadeur, de demander les raisons qui sous-tendent le rappel de l'ambassadeur. Mais en tout cas, pour revenir au fait, parce que ça c'est tout ce qu'il y avait autour, pour revenir au fait, eh bien le Quai d'Orsay, vous le disiez, a acté donc la décision des autorités burkinabées Mais Brice, au-delà de tout ça, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, dans cette zone-là, il y a une influence russe qui est en train de venir de plus en plus. Et notamment le Premier ministre burkinabé en son temps avait eu une audience avec l'ambassadeur de la Russie où il a dit que le choix pour eux de la Russie est un choix de raison. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces temps-ci, il y a 2 vidéos de bandes dessinées qui circulaient sur la toile où la France était présentée comme le rat glouton, où c'est le soldat russe avec une massue qui venait pour exterminer ce rat-là. Après, on a vu le cobra français et autres. Donc finalement, je veux dire, qu'on le veuille ou non, est-ce que dans cette région du Burkina et du Mali, ce n'est pas des influences au niveau de l'Occident et de la Russie qui sont en train de se jouer là-bas actuellement? Et est-ce que ça ne va pas nous toucher? C'est la question que je pose. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est-ce que l'influence russe n'est pas en train de venir un peu vers nous? Moi, je vais citer le capitaine Traoré, président donc, de la transition au Burkina, qui disait aujourd'hui, il se donne le choix de travailler avec l'ensemble des forces, en tout cas toutes les forces qui peuvent les aider à juguler la question du terrorisme. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de dire, oui, de façon globale, je travaille avec tout le monde, mais nous tous, au fond, finalement, c'est avec la Russie qu'on veut travailler. Non, parce que si avant j'avais qu'un accord d'exclusivité avec vous, que je décide aujourd'hui d'ouvrir les possibilités à d'autres personnes, je travaille avec tout le monde. Voilà. Mais tu es d'accord avec moi qu'on peut travailler avec tout le monde sans pour autant chasser quelqu'un? Exactement, c'est ce que j'allais... On est d'accord? Non, je travaille avec vous
avant, je ne travaillais qu'avec vous. Aujourd'hui, je peux travailler avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Donc, Mais je est-ce que travaille- si pas- je travaille c'est avec pas moi, tu es avec obligé les de me faits, chasser? oui, Le c'est ça. gouvernement, C'est pas ça. le gouvernement du Burkina, dans la lettre de dénonciation de l'accord, a dit qu'il ne voulait plus la présence des soldats de forces spéciales Français. Sabre. En revanche, dans l'un des paragraphes, le gouvernement indique qu'il va solliciter la France pour un appui en armement et qu'il le fera de même avec d'autres partenaires. Mais en ce qui concerne la présence sur le terrain, il fera son affaire, la lutte contre, contre les djihadistes. Donc, ça veut dire, vous avez sur Voilà. le terrain certainement les soldats, bon, on va dire russes. Si vous avez un armement français, si vous avez, je ne sais pas, Mais ce n'est une pas la fanfare première fois. Mais- suédoise, c'est vous qui voyez. Mais Brice, est-ce que quand tu regardes tout ça, est-ce que ce n'est pas de l'utopie de dire, bon, finalement, si on signe avec la Russie, est-ce que les armes françaises vont pouvoir rester là? Non, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, la France vend des armes, la Russie vend des armes. Donc, finalement, je veux dire, est-ce que ce n'est pas un discours diplomatique quelque part pour dire, bon, Par exemple, on sait que l'armée française, finalement, tout le monde, on va peut par travailler avec tout le exemple monde. avoir, Oui. on peut par exemple avoir le soutien de l'armée française dans le renseignement, C'est ça, pas forcément dans exactement. l'armement. Bravo. Par exemple. Justement, Mais c'est une dans chose le- est sûre, c'est moi, dans le ce que renseignement. j'aimerais dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il est important pour moi que le président Alassane Ouattara et le président Macron, le fait qu'ils se soient rencontrés et déjeuner pour parler de cette situation-là, c'est très important dans la mesure où cette menace-là est en train de venir vers nous. Et je pense qu'il faut qu'ils prennent des décisions et des décisions rapides pour protéger au moins les frontières ouest-africaines, mais surtout ivoiriennes. Ça, c'est mon souhait, mon vœu Alors, pieux. on espère que les 400 soldats qui ont été remerciés au Burkina ne viendront pas à Abidjan, parce que je ne pense pas que notre pays ait la vocation d'être un pays garnison. On a déjà une base militaire française qui est ici, et puis on a l'armée qui recrute des jeunes, voilà, des jeunes policiers, jeunes militaires, jeunes gendarmes. Je pense que les Africains doivent prendre en charge leur... En tout cas, les 400 ne viendront Enfin, pas grossir voilà. les forces de nos, Voilà, c'est ça. de nos soldats. Donc C'est ça, ça. c'est sûr. En Vraiment, tout cas, pour on ne la va pas retrouver des souveraineté, Français voilà. au niveau de la police. Mais même s'ils au viennent, ça Carrefour fait de quoi? Fayard. Même s'ils viennent au Biba, ça fait quoi? Non, non, mais justement, moi, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Oui. Mais pas qu'on les retrouve à l'air Non, mais je pense pas- dans la Mais caricature je pense pas jusqu'à que grossir les rangs de nos forces de police. je pense pas que Non, les non. 400 Non, soldats non, ça je vont ne- venir grossir les rangs de nos policiers c'est sur la ce route qu'on ici dit. comme Mais ça. non, j'ai été très clair. Oui. J'ai dit que j'espère que ces 400 soldats ne viendront pas en Côte d'Ivoire parce que nous n'avons pas vocation à être un pays garnison, que nous avons déjà une présence militaire française avec le BIMA et on espère que ces 400-là iront sur d'autres théâtres d'opération. Voilà. Juste pour terminer, sur le sentiment anti-russe, entre 2002 et 2010, on ne parlait pas de sentiment anti-russe. En revanche, il y avait une opposition à la politique française qui s'est exprimée en Côte d'Ivoire. Donc quand on fait le raccourci au Burkina en disant oui, on ne veut pas de la France, donc c'est la faute à la Russie. Au Mali, on ne veut pas de la France, c'est la faute, à la Russie, etc. Je pense quand même qu'il faut pousser l'analyse un peu Je plus pense loin. pas que quelqu'un l'ait dit sur ce plateau. S'il vous plaît. Cela fait, Quelqu'un ne l'a pas dit sur le cela plateau. fait des décennies, allez voir, oui, oui. cela fait des décennies que l'Afrique est la convoitise des puissances occidentales et même maintenant, enfin asiatiques. Moi, je dis que On termine là-dessus, s'il vous nous plaît. avons la responsabilité de prendre en charge notre destin, notamment la protection des biens et des personnes et la surveillance de notre territoire par les moyens aériens, maritimes, terrestres, etc. Et pour cela, il faut que nos gouvernements investissent dans la défense et la sécurité. Ce Je que suis fait le en train de président, partir. Donc, voilà, ce que fait pour le président Ouattara. dire clairement, il ne s'agit pas pour les Africains qui sont dans le souverainisme relaté à un certain moment, il faut arrêter parce qu'il ne sert à rien de quitter un maître pour aller chez un autre maître. Mais il Ça, s'agit- c'est très il- impo- il ça, c'est s'agit très pas de important. maître. Donc, Il s'agit- en gros, ça ne personne sert ne à quitte un rien maître. de Merci. quitter un maître Vous terminez, on français laisse- et pour aller chez un maître russe. Tu n'as Merci. rien fait parce que le président ghanéen l'avait dit. Il faut que nous-mêmes, on ait nos solutions. C'est ça qui est le plus important. Un proverbe dit, et on va partir à la pub sur ce proverbe, lorsque la case de ton voisin brûle, aide-le à éteindre le feu parce que c'est quand même ton voisin. Ben, c'est En ce tout que cas, font tout les notre pays de la soutien, CEDEAO. tout notre soutien donc, au peuple du Burkina Faso Merci. qui Et du recherche Mali. des solutions, du Mali également. Et voilà, on va à la pub, hein. Il faut qu'on y aille. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Isabelle, de Daouda, d'Alain Toussaint. Et nous a rejoint donc sur notre plateau Madame Djadou Pelagi. Il faut dire Pelagi, hein, je prononce bien. Bonsoir, comment ça va? Vous êtes secrétaire général de l'ONG NIET. Et avec vous, on évoque la question du harcèlement dans nos sociétés. Comment se manifeste cette forme de harcèlement dont vous portez, dont vous êtes opposé, dont votre ONG porte le combat?
Alors, donc, ce qu'on va faire, je vous permets, hein, parce que je crois que c'est une question assez importante. Je vais me tourner un peu vers Isabelle. Quand je vous parle de harcèlement, à quoi est-ce que vous pensez, vous? Harcèlement moral, harcèlement financier, harcèlement... ce sont ces deux mots-là qui me viennent à l'esprit. Harcèlement financier? Oui. C'est quoi un harcèlement financier? J'avoue que j'ai jamais entendu ça. Mais ça existe. C'est un peu comme le problème du chien. Tu es en couple et tous les jours, en fait, ton compagnon te fait un harcèlement financier, c'est-à-dire qu'il il refuse de te donner de l'argent ou alors, voilà, c'est dans ce sens. Non, mais ça existe, en fait. Est-ce que vous avez été victime, Daouda, vous, de harcèlement? Oui, moi j'ai été victime de harcèlement à l'école surtout. Après mon accident, quand je devais reprendre les cours, on se moquait beaucoup de moi. Je me faisais souvent agresser. Je me faisais prendre mon déjeuner, souvent mon argent à l'école. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais bon, après, il fallait surmonter tout ça. Ce n'était pas un harcèlement qui était sexuel, Dieu merci. Voilà, mais bon, c'était en tout cas psychologique et moral. Et alimentaire. Oui, alimentaire. Pour revenir au harcèlement financier, c'est-à-dire que tu es en couple, peut-être que la femme ne travaille pas, elle est dans une situation plutôt précaire parce qu'elle n'a pas d'emploi et donc son mari refuse donc de lui donner de l'argent, elle n'a même pas de quoi pouvoir s'acheter des serviettes hygiéniques, etc. Il la menace tout le temps qu'il va la chasser de la maison, etc. Bon, bref, donc c'est un peu ça en fait qu'on appelle le harcèlement financier, dans mon entendement. Plutôt du chantage, non? Peut-être. Non, C'est un c'est pas du chantage financier. C'est même une forme de violence, ça a été répertorié comme étant une forme de Oui, voilà, c'est du violence. harcèlement. Ouais. Alain, justement, est-ce que vous, Alain, vous avez été victime de harcèlement? Non, moi je ne suis pas personnellement ni victime ni auteur, mais en revanche j'ai été témoin de harcèlement, mais ça c'était quand j'étais encore lycéen. Où je crois, 1 ou 2 élèves de la classe étaient objets de harcèlement en raison de leur physique qualifiée de peu avenant par des amis de la classe. Donc, ils étaient objets de moquerie. J'ai envie de dire aussi, il y a le harcèlement sentimental. Après, Isabelle, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle, merci. Financier, tout, on a peur de toi. Voilà, je vais me tourner justement vers Madame Diadou. Justement, on a eu des définitions hein, et des situations de harcèlement. À quel moment est-ce qu'on parle de harcèlement? Déjà, merci de me donner l'opportunité de donner mon avis sur ce sujet qui me touche énormément. Parce que vous avez été victime de harcèlement. Oui, j'ai été victime du harcèlement. Donc pour moi, un harcèlement, c'est de contraindre quelqu'un à poser une action contre son gré. On va dire ça comme ça. Et en général, il y a une personne à un niveau... voilà, qui est à un niveau supérieur voilà, qui fait de la pression sur la personne qui est en dessous. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, effectivement, j'ai été victime, moi, mais plutôt un harcèlement sexuel, on va dire ça. Sexuel? Oui. Vous partagez un tout petit peu un pan de ce témoignage avec nous? Donc, pour résumer, parce que c'est assez long, pour résumer, on va dire que mon harcèlement a eu lieu en milieu scolaire académique à l'université. Et l'un des enseignants voulait que je lui donne de l'argent et que je couche avec lui, si le terme est approprié ici. Oui. Et que je couche avec et que je donne de l'argent, faute de quoi j'aurais échoué dans les matières qu'il corrigeait. Donc il y avait de l'argent, il réclamait de l'argent. Plus le corps. Plus le corps. C'est une prostituée finalement. Non, même pas, non, c'est pas ça, c'est un escroc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez porté plainte? Bon, malheureusement, non. Tout de suite, je suis plutôt allée le dénoncer auprès des autres enseignants avec qui je m'entendais de la même faculté. Et je pense que c'est l'erreur que je n'aurais pas dû commettre. Parce que c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour la suite? Oui, tout de suite, je suis allée porter plainte, on l'a convoqué, ils l'ont entendu. J'ai été convoquée moi-même par la suite, on m'a entendu. Et vous étiez une jeune étudiante qui jetait le discrédit sur un enseignant. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de corps de la part de ses collègues qui l'ont soutenu? Vous étiez toute seule? Comment ça s'est produit finalement? Bon, en tout cas, les enseignants que les enseignants que j'ai eu à contacter m'ont soutenu. Très bien. Honnêtement, il faut le reconnaître. Très bien. Mais la difficulté, c'est juste que cet enseignant était parenté au directeur de département, au chef de département. Et là, la pilule n'est pas passée. Donc, le chef de département a décidé à son tour de se venger de son neveu, qui était le professeur qui me harcelait. Donc, le professeur me harcèle et le chef de département, qui est l'oncle, décide de se venger parce que j'aurais trimballé son neveu dans la boue. Voilà.
Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez... Finalement, j'échoue pendant 6 ans, chaque fois dans les mêmes matières, et je finis par sortir de l'université sans diplôme. Wow. Alors, si Brice le permet, votre ONG a certainement eu affaire à des femmes qui sont, ou à des personnes plutôt, victimes de harcèlement de ce type-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la proportion et quelle action vous menez? Donc, effectivement, quand on a décidé de mettre sur pied l'ONG, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pu porter plainte et que certainement, selon la loi, il y avait eu prescription, donc on ne pouvait plus. Mais on a quand même décidé de mettre sur pied l'ONG pour pouvoir lutter contre tout type de harcèlement, on va dire spécialement voilà, en milieu scolaire. Parce qu'elles sont nombreuses, justement, ces personnes qui sont peut-être victimes. On a constaté effectivement que c'était des cas, plusieurs cas comme ça dans le milieu de l'éducation nationale. Très bien. Supérieure et secondaire. Voilà, ça existe. Et on a eu plein de témoignages, plein de personnes, mais qui n'ont pas le courage de parler, malheureusement. Qui ont peur des représailles, qui ont peur qu'on les juge, qui ont honte qu'on sache leur histoire. Bon, il y a vraiment plein de raisons. Mais on a eu à rencontrer effectivement beaucoup de cas. Mais aujourd'hui, avec les cas que vous rencontrez, quand vous avez un cas entre les mains, qu'est-ce que vous conseillez à ces victimes de harcèlement? Qu'est-ce que vous faites globalement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, j'avoue que pour le moment, les activités de l'ONG n'ont pas véritablement pris forme parce qu'on a été bloqué au niveau de l'administration, puisqu'on nous demandait d'avoir le document officiel pour pouvoir fonctionner. Donc, ce qu'on faisait dans un premier temps, c'était plutôt d'intervenir en tant que personne ressource ayant été victime de harcèlement. Donc, j'intervenais aux côtés des ONG qui étaient déjà en activité pour pouvoir partager mon expérience et amener les plus jeunes à comprendre qu'elles n'étaient pas obligées de céder forcément, mais qu'elles avaient aussi une autre possibilité qui était de dénoncer et de refuser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur que quand ces personnes-là vont dénoncer, un peu comme vous, je sais qu'il faut dénoncer, mais je pose le problème. Si on dénonce et que ces personnes-là doivent sortir du système scolaire, je veux dire, concrètement, quel acte vous posez pour ne pas qu'on en arrive jusqu'à ce niveau-là? Il y a des représailles. Des représailles derrière. Je pense qu'il faut peut-être commencer à punir. Mais justement, le harcèlement est puni, il faut le dire. C'est puni par la loi. Il faut commencer parce que je ne pense pas que ça soit le cas. Pour vous faire juste une petite confidence, quand je venais ici pour cette émission, parce qu'hier ou avant-hier, j'étais déjà sur un plateau télé, juste le fait d'être passé sur le plateau télé, il y a quelqu'un qui m'a contacté quand je venais à cette émission pour me faire le témoignage de ce que certaines étudiantes avaient été victimes du même enseignant, la même année, dans la même faculté que moi. Donc, il est toujours là, il continue de sévir. Ah, très bien. Bon, s'il continue de sévir, je ne sais pas, mais je sais qu'il a sévi vraiment méchamment en son temps. Donc, je ne sais pas s'il continue, mais je pense parce que, comme on le dit communément, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le chien, ce soir. Après les dents blanches, c'est sa façon de s'asseoir. Non, mais on en parle. Est-ce qu'il y a un contact? Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes peuvent vous contacter pour déjà partager leurs témoignages et certainement que vous aurez l'occasion de les driver, de les orienter? Oui, il y a un contact. Pour l'ONG. Je suis, c'est vrai, secrétaire général, mais il y a le numéro du président. Oui. Qui est le 2 fois 07 49 61 21 61. Docteur Yao Jean-Yves Conan. En tout cas, on espère que d'ici là, vous aurez donc l'occasion de pouvoir déployer l'ensemble de vos activités. On tenait à vous recevoir sur ce plateau pour partager ce témoignage de ce que vous avez vécu. Et comme vous, il y a certainement des personnes qui vivent la même situation, qui n'ont peut-être pas le courage que vous avez eu. Et votre témoignage leur donnera la force pour que plus jamais il y ait des cas de harcèlement dans notre société. Merci beaucoup, Madame Diadou. C'est moi. Merci. Le JT, ce sera tout à l'heure en compagnie de Sharon Camara. On vous retrouve juste derrière pour la suite du Grand Talk. Et notre invité ce soir sera Monsieur Céa Honoré. Il sera en notre compagnie. Il est vice-gouverneur du district d'Abidjan. Avec lui, on parle des municipales 2023 et le RHDP à la conquête du plateau. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Daouda Coulibaly, d'Isabelle Vavor et de Monsieur Alain Toussaint. Eh bien, tous les trois nous permettront à nos téléspectateurs de recevoir notre invité autour du JT que présentait Sharon Camara. Notre invité est bien connu de la scène politique ivoirienne et même à l'étranger. Monsieur Céa Honoré est avec nous sur le plateau du Grand Talk. Vous êtes vice-gouverneur du district d'Abidjan. Vous êtes cadre du RHDP. Bonsoir, merci d'être en notre compagnie ce soir.
Bonsoir. Vous avez été député au Plateau. Vous avez même été parmi les plus jeunes députés. Ça contribue et participer à votre grande notoriété donc à l'époque. En tout cas, on est très très heureux de vous recevoir sur notre plateau ce soir. Mais tout le plaisir pour moi d'être là. C'est ça. Sur ce grand plateau. C'est ça. Et le mot, hein, vous avez été député du plateau, votre plaisir sur le plateau. Le mot-clé ce soir, c'est le plateau. Et, que vous connaissez très très bien, hein, pour y avoir été, je le disais, donc député. On l'a vu aujourd'hui, eh bien, le candidat RHDP donc, a été désigné. Donc, il s'agit de M. Fabrice Sawénion. Vous étiez présent à la cérémonie. Je vais faire comme une interview classique. Vos impressions sur ce que vous avez vu au cours de cette cérémonie, M. Siahounori? Mes impressions sont bonnes. Et je dois vous avouer que c'est un moment historique que nous avons vécu hier avec la présentation du candidat Fabrice Sawénion, qui est vraiment le fils du plateau. Parce que depuis 1974, il a atterri au plateau, il n'y est jamais sorti. Il est resté là, il a fait ses classes. Et nous sommes vraiment heureux que le parti, le RHDP, le directoire et le président du parti l'aient présenté pour défendre nos couleurs aux élections municipales de novembre. On aura certainement l'occasion de revenir après la vidéo que je vais permettre à notre spectateur de voir sur qu'est-ce qui milite en faveur donc, du choix de Fabrice Sawénion. On regarde cette vidéo-là, donc la vidéo de la présentation donc, du candidat Fabrice Sawénion, et on revient juste après. Fabrice Sawénion, notre candidat, le candidat du RHDP, le candidat du président Alassane Ouattara, le candidat du... Ah oui, Le moment venu, il va décliner son programme. Il va dire ce qu'il va apporter au plateau. Il va dire comment il va décliner au plateau la vision du président Alassane Ouattara. Lui, il n'a pas de vision, lui, il a une vue comme moi. Lui et puis moi, non, on regarde seulement. Mais ce qu'on regarde, c'est la vision du président. Il va dire comment lui va décliner la vision du président ici au plateau. Là, on l'a vu. Hein. Et donc, pour revenir à la question, selon vous, qu'est-ce qui fait de Fabrice Sawénion le cheval gagnant du RHDP au plateau? Fabrice Sawénion est un battant. Il est plein de générosité et il connaît vraiment le plateau. Vous savez, le plateau, c'est un contraste entre les quartiers pauvres et les quartiers UP, les quartiers des riches, entre guillemets. Et Fabrice Sawénion a fait vraiment toute son enfance là. Il connaît les problèmes qui sont posés au plateau. Donc les stationnements sauvages, les constructions telles que nous les voyons aujourd'hui, un peu anarchiques, même au plateau. Vous avez vu des quartiers précaires qui se forment au plateau. Donc des gens qui viennent, qui construisent n'importe comment. Donc Fabrice Sawénion connaît ces problèmes-là et nous l'avons déjà pratiqué. Je vous avoue que c'est avec beaucoup d'amertume que lors des dernières élections, vraiment on ne l'a pas eu à la tête de la commune. Et l'histoire est en train de réparer vraiment cette grande erreur qui a été commise. Et c'est, à mon avis, ce qui a milité en faveur de Fabrice. Avant de permettre à Alain de réagir sur la question, on a vu tout à l'heure le ministre Bakongo évoquer le fait qu'il n'y a pas que Fabrice Sawénion, il a surtout une vision, celle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Donc cette vision-là que décline Fabrice Sawénion, c'est important. Le poids, la confiance du parti. Oui. Vous savez, le parti place sa confiance en quelqu'un. Mais à partir des démonstrations et des projets qui ont été portés par cette personne-là. Et je vous avoue que lors des dernières élections, Fabrice avait un grand programme. Le programme, c'était de remettre le plateau dans son contexte ancien. C'est-à-dire le plateau ancien où il faisait vraiment bon vivre, où les gens avaient la possibilité de comparer cette petite partie-là d'Abidjan aux grandes cités du monde. C'est ça. Alain, tout ça.
Alors, ce choix a été fait. Comment vous allez mobiliser l'ensemble des militants du plateau autour de ce candidat, d'autant qu'on avait évoqué le nom de M. Ouattara Draman comme un candidat potentiel? Oui, Ouattara Draman et Fabrice ont été quelquefois complices. Vous avez vu lors des dernières élections législatives, Fabrice a soutenu Ouattara Draman. Vous savez que le résultat est quelquefois fonction du candidat lui-même. Et Draman n'a pas démérité, mais ça n'a pas marché. Et ils vont faire équipe pour répartir. Cette fois-ci, ce n'est pas un député, mais c'est 27 conseillers municipaux sur la liste qui vont partir. Donc c'est une équipe homogène, c'est une équipe qui sera assez disciplinée et qui connaît véritablement le plateau, qui va donc venir pour remporter ces élections. Et d'ailleurs, cette particularité du plateau, là, vous évoquiez tout à l'heure cette complicité-là donc entre le candidat Fabrice Awignon et M. Ouattara Draman. Le ministre Bakongo disait que c'est d'ailleurs quelque chose qui va être enseigné. C'est une forme de leçon politique, d'ailleurs, qui va être enseignée un peu partout, parce que des candidats ne sont pas désignés. On voit bien que dans certains partis, ils vont jusqu'à se présenter en indépendant ou aller souvent contre les intérêts du parti. Mais là, on a senti qu'il y a une forme d'unité, de discipline de parti, qui fait en sorte que M. Ouattara Draman vient apporter son soutien, lui et celui de tout le parti, donc à celui donc à la candidature de Fabrice Awignon. On va regarder d'ailleurs l'intervention de M. Ouattara Draman à cet effet, à propos de, de ce qui va être enseigné dans toutes les écoles politiques. Regardez. Notre mission est de l'aider. Notre mission est de l'aider, de lui faciliter la tâche. Et notre devoir, c'est de le soutenir à tout instant. À partir de cet après-midi, je vous en prie, à partir de cet après-midi, il n'y a plus dans nos rangs de pro-FS ni de pro-OD. Il y a des pro-RHDP. Il y a des pro-RHDP déterminés à ramener la victoire au président Alassane Ouattara. Ben voilà. Oui, c'est bien dit. Hier, tout le monde a été ému par l'intervention de OD. Vous savez, il prétendait vraiment porter les couleurs du parti à ces élections. C'est une ambition normale, mais il n'a pas été choisi. Et il n'a pas rougi. Le ciel ne lui est pas tombé là-dessus. Il a dit, écoutez, je n'ai pas été choisi, on y va. Mais il faut dire qu'aussi, à la base, il y a eu beaucoup d'objectivité quand même. Parce que le choix de Fabrice ne s'est pas fait comme ça. On a parlé tout à l'heure des élections législatives. Vous savez, il y a une dynamique électorale qui suit toujours. Et là, on sort d'une élection où, malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a eu des engagements qui ont été passés. Il fallait respecter ces engagements et c'est ce qui a été fait. Très bien. Et moi, je félicite OD en tout cas. Franchement, vous l'avez dit. Moi, ce que j'aimerais savoir, M. Sia, c'est que après l'échec de M. Fabrice Awignon en 2018 au plateau, sous quel signe vous lancez cette nouvelle candidature? Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, en tant qu'observateur politique, je maintiens ici, sur ce plateau, que Fabrice a gagné. Vous savez, lisez bien les textes qui régissent la commission électorale. Parce qu'on ne proclame que les résultats qui sont sortis des urnes. Et les résultats qui ont été proclamés au plateau donnaient Fabrice Awignon gagnant. Et ça, qu'on me démontre le contraire, il n'y a pas eu une autre proclamation qui a été faite. Et la proclamation qui a été faite dans les bureaux quelque part, je ne sais pas où. Mais bon, après, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que les résultats, enfin, qui ont été officiels, en tout cas proclamés, disent que M. Fabrice Awignon, mais justement, vous parliez tout à l'heure qu'il a perdu. Du fait, et c'est ce que Daouda disait, vous aussi également, enfin vous également, vous disiez, il n'a peut-être pas remporté officiellement ces élections, mais il revient à la charge plus j'ai envie de dire, plus galvanisé que jamais, avec de nouvelles ambitions. Moi, je vous dis quelque chose. En ayant tiré les leçons, certainement, de ce qui s'est passé. C'est vrai que les élections passées ne nous ont pas vraiment souri en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, on a été déclaré perdant. On l'a accepté.
Mais nous disons que cette dynamique-là qu'on avait, les idées qu'on avait et l'organisation qui avait été mise en place n'était pas mauvaise. Et nous allons peaufiner ça et nous allons partir cette fois-ci vraiment pour remporter ces élections sans bavure. Sans bavure. Alors, Isabelle? j'ai envie de dire, 5 ans après, en tant qu'observateur, est-ce que le RHDP aujourd'hui n'a pas peur d'avoir un remake en fait, de ce qui s'est passé en 2018? Parce que ce sont tout de même les mêmes acteurs qui vont encore aller au front, compétir. Donc, je parle de Jacques Ewuo au PDCI. Il n'a pas encore été déclaré candidat, mais sans doute qu'il le sera. Et Fabrice Awignon aujourd'hui au niveau du RHDP. Est-ce qu'on n'aurait pas un remake en fait, de 2018? Est-ce que le RHDP n'a pas peur d'avoir ce remake-là? Moi, je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons peur d'aucun candidat. Et la modestie nous est enseignée. Il faut respecter l'adversaire, quel qu'il soit. Et nous disons que nous respectons le candidat que nous aurons en face. Que ce soit le maire sortant, qui a un bilan, que ce soit des opposants ou des indépendants, nous sommes prêts à affronter qui que ce soit. Et nous disons que nous avons tiré beaucoup de leçons de tout ce qui s'est passé. Nous avons peaufiné notre stratégie. Il y a de nouveaux électeurs qui ont été ajoutés à la liste et nous avons vraiment travaillé toutes les stratégies pour pouvoir gagner ces élections. Là, vous avez parlé de leçons. Finalement, quelle est la leçon que vous avez tirée de 2018? Oui, je dis quelque chose et je ne vais pas aussi dire le contraire de ce que je dis. Nous sommes partis à ces élections et nous avons été déclarés vainqueurs. On ne va pas revenir sur les détails, mais nous disons que cette année, pour ces élections-là, nous avons pris toutes les dispositions. On a tiré les leçons parce que, vous savez, il y a des stratégies qu'il faut toujours peaufiner. Et il ne faut pas s'avouer vainqueur avant la proclamation des résultats, comme le ministre Begremambé nous l'a recommandé hier. Donc, nous allons travailler, et sur ce plateau-là, je ne vous dirai pas plus que... Vous n'allez pas dévoiler la stratégie ici. Alors, monsieur le vice-gouverneur, parlons d'un mot du plateau. On connaissait le cœur de la ville d'Abidjan qui vivait le jour et la nuit. Aujourd'hui, le plateau, après 18 heures, c'est une autre cité. Quelle impulsion vous allez donner? Quel visage le candidat et probablement le futur maire Fabrice Awignon va-t-il donner à cette ville? Vous savez, il y a des problèmes que nous avons au niveau du plateau. On a parlé tout à l'heure des stationnements sauvages parce qu'il n'y a pas de parking géant. Il y a pratiquement plus de marché au niveau du plateau pour faire une restauration collective. Donc, avec Fabrice, dans l'ancien programme que nous avons présenté, il était question de créer, par exemple, un parking géant, comme on le voit dans certaines grandes capitales, de créer un grand resto à ciel ouvert pour permettre, par exemple, à tous ceux qui circulent au plateau, parce qu'au plateau, dans la journée, on a plus de 2 millions de personnes qui passent. Et la nuit, c'est vrai, les gens se retirent parce que ce n'est pas un quartier, une cité dortoir. Alors, à l'époque, le plateau était animé la nuit. Même une salle de cinéma. Donc, oui, il y avait des salles de cinéma, il y avait beaucoup d'attractions. Et c'est tout ça là que nous allons remettre sur le plateau. Et, vous savez, moi, à l'époque, j'avais mis une idée, mais sur ce plateau, je ne voudrais pas vraiment la reprendre. Mais le plateau, c'est vraiment le symbole de la réussite du président Félix Houphouët-Boigny. Donc le plateau, c'est la petite commune, mais qui est la plus grande en termes d'abord de budget, parce que le plateau aujourd'hui, c'est près de 14 milliards de budget. Aucune commune ne peut vraiment rivaliser avec le plateau. Et le plateau, c'est vraiment une cité spéciale. Donc il faut concevoir ça, comme une cité vraiment spéciale. Comme aux États-Unis, par exemple, vous avez les autres États à côté, et puis d'ici est un État spécial. C'est ça. Donc il faut faire du plateau une cité spéciale, une commune spéciale. Et c'est pour cela que même au niveau des textes, vous voyez qu'aujourd'hui,
le nombre d'adjoints est au prorata des électeurs. Bon, il faut vraiment donner un statut spécial au plateau, faire en sorte que le plateau ait le maximum d'adjoints, parce que la plupart des personnes vivant aujourd'hui à Abidjan, la plupart de ces personnes-là sont nées au plateau. On les extrait au plateau. Donc il faut beaucoup plus de personnes, par exemple, pour signer. Donc il faut revoir le statut du plateau. Avant de donner la parole à Daouda, c'est vrai qu'on a parlé de lui, mais que pense Fabrice Sawignon de son choix, donc du choix porté sur sa personne? Eh bien, on regarde cette vidéo et que prévoit-il bien avant la campagne, avant de dérouler un programme? On écoute. Ce n'est pas ma mission à moi tout seul, c'est la mission de chacun d'entre nous ici. On devra être ensemble, on devra se mettre ensemble, marcher ensemble pour amener la victoire à notre parti. Il ne s'agit pas de la victoire de Sawignon ou de Fabrice, il ne s'agit pas de la victoire de l'équipe de Sawignon ou de Odé, il s'agit de la victoire du président Alassane Ouattara. Et voilà. Daouda. Justement, je pensais que Fabrice, dans la vidéo, Fabrice parlait de... Il ne s'agit pas de la victoire de Odé, il ne s'agit pas de la victoire de Fabrice Sawignon. Pour vous, monsieur le gouverneur, comment est-ce que vous faites au niveau du plateau pour mettre ensemble Ouattara Draman et Fabrice Sawignon, quand on sait que dans certaines régions, il y a des candidats qui, quand ils ne sont pas acceptés, après ils vont en indépendant. Comment vous êtes arrivé à gérer ça pour qu'ils puissent se mettre ensemble? Alors, vous savez, les deux se parlent. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont compris hier. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas. C'est faux. Donc, ils se parlent et chacun va apporter ses idées. Et à la base déjà, parce que je vous ai dit que le plateau, on le connaît, on a tous vécu au plateau, on y est chaque jour, on a nos bureaux là-bas, on travaille. Donc, les problèmes du plateau seront portés dans le cadre d'un projet que nous allons rédiger et chaque groupe va sensibiliser ces éléments. Donc, OD, il s'est engagé hier, fermement, à parler à ses supporters. Et les supporters de Fabrice se sont aussi engagés à accepter ceux de OD. Donc, c'est une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va se mettre ensemble, qui va défendre un programme et qui va aller à ces élections. On l'a bien compris, au sorti de la rencontre d'hier, il n'y avait qu'un parti, le RHDP. Il n'y avait plus de petites sections. C'était plutôt aujourd'hui, au sorti de la rencontre d'hier, donc un parti, un candidat, une vision, c'est le président de la République, un candidat, Fabrice Sawignon, et un parti, le RHDP. Oui, c'est exactement ça. Vous savez, le président de la République a ses bureaux au plateau. Il a ses bureaux au plateau. Toutes les institutions de la République sont pratiquement au plateau. Et il n'y a pas de raison que le parti au pouvoir ne puisse pas accueillir les événements qui se déroulent au plateau. Parce que, allez-y Alain. Là, vous avez parlé de la vision du président de la République et la ligne en force de cet engagement. Maintenant, vous parlez des ressources humaines que vous mutualisez. Et également les idées. Au niveau de la campagne, les ressources financières, vous les mutualisez également. Chacun apportera sa contribution au pot, parce que c'est aussi le nerf du combat politique. Je vais vous expliquer quelque chose. Le candidat lui-même, à lui seul, en tout cas, peut financer cette campagne. Tout comme moi, qui vous parle avec beaucoup de modestie, je peux, parce qu'une campagne au plateau, vraiment, ce n'est pas la mer à boire. Et chacun de nous a eu vraiment la grâce d'avoir un minimum. Que ce soit OD, que ce soit CA Honoré qui vous parle, que ce soit Fabrice. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. On va tout mettre ensemble. Et toutes les charges, en tout cas, intellectuelles, financières, morales, tout sera mis ensemble. Et quand on... Juste pour terminer, comment vous choisissez les membres de la liste, les 27 ? Quels sont les critères qui vont présider à leur choix? Écoutez, le patron de la liste aujourd'hui, c'est Fabrice. Donc, c'est une question à laquelle Fabrice pourra répondre un jour. Vous avez envie de dire, quand vous sortez de l'émission, vous pouvez le voir. Non, moi je suis son conseiller. Je suis son grand frère.
il me respecte bien, il me le rend bien. Et justement, le fait de s'appuyer sur vous, c'est vous dire également qu'il y a une recherche de ce qu'il faut, de l'expérience pour accompagner également sa mission. Il est jeune, Fabrice, mais il s'entoure d'un certain nombre de personnes pour l'accompagner dans cette mission. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, parce que nous sommes pratiquement à la fin. À l'époque, Fabrice était tout jeune, quand j'étais député. J'ai été député en 90. Et Fabrice faisait partie de ces jeunes-là qui m'admiraient. Et puis un jour, je lui ai tendu un billet. Il m'a dit, mes grands frères, on n'a pas besoin de ça. Il faut plutôt nous aider, il faut nous apprendre à travailler. Créer des petits emplois. Je lui ai dit, mais écoute, petit, tu es prétentieux. Mais je souhaite qu'un jour, tu sois à ma place et que tu crées des emplois. Mais il n'a pas attendu d'être à ma place, d'être député. Et il a commencé déjà, avec une générosité légendaire, à aider, à créer des micro-emplois, à aider des veuves, à aider des orphelins. En tout cas, il s'est vraiment engagé dans la bonne direction que nous lui avons enseignée. Et nous disons que le parti n'a pas eu tort de le choisir. Et nous sommes fiers de l'accompagner dans cette lutte. Et je souhaite, et je prie Dieu, de répondre vraiment à nos prières pour que, à la fin de cette année, on ait un jeune maire comme Fabrice. J'ai juste une dernière question. Alors, le plateau a eu un cas flagrant en fait, de transhumance politique en 2018. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on ait également la même chose pour 2023 ? Écoutez, moi, le plateau, c'est le problème que nous avons. Les électeurs viennent s'inscrire où ils peuvent et on ne peut vraiment pas empêcher que les gens viennent s'inscrire. Mais nous aussi, en tout cas, chacun se défend comme il peut. Et nous pensons que même ceux qui ont été inscrits par d'autres candidats pourront nous choisir parce que nous allons leur présenter un programme. Très bien, on va le dire, hein, Fabrice Awignon avec l'unité, donc on l'a vu à travers donc, la cérémonie d'hier. Fabrice Awignon dans la vision du président Ouattara. Fabrice Awignon aux côtés des jeunes, des femmes, pour des emplois, réussir ensemble, pas tout seul, il l'a dit. On va regarder de très très près, ça je peux vous le dire, de très très près la campagne de Fabrice Awignon. Fabrice Awignon également entouré d'expérience, donc avec des personnalités à ses côtés. Fabrice Awignon qui a certainement tiré toutes les leçons de l'expérience passée pour pouvoir donc peaufiner sa stratégie. Merci beaucoup, M. Sia Honoré, d'avoir été sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On a même un petit cadeau pour vous, ça va vous rappeler de bons souvenirs et c'est en musique. Écoutez ce qui arrive, ça vous rappelle les souvenirs, écoutez ça. Sia Honoré, tu seras honoré. Au plateau comme au deux plateaux, il n'y aura pas photo. Mais Théodore, c'est cool. On va rappeler de bons souvenirs. Mais oui. Merci beaucoup. Nous, on va marquer une courte pause pour juste vous retrouver demain sur ce même plateau. Merci Isabelle, merci Daouda, merci Alain. Merci beaucoup, monsieur Sia Honoré. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous demain. Vous ferez des soins de vous, que Dieu veille sur vous. Je vais sur la Côte d'Ivoire. Merci. Désolée, hein, c'était...